Allez, on va vous proposer de débuter. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à ce neuvième webinaire de la mission d'appui. Aujourd'hui, un sujet avec des acteurs de Nouvelle-Aquitaine autour de la démarche bâtiment durable en région. Donc, on peut passer à la slide numéro 2. Donc, aujourd'hui, avec les acteurs qui sont présents, donc, je vais me présenter. Je suis Bernard Jourdain, je suis président de l'ADSNA qui pilote la mission d'appui. Donc, on va être accompagné par Jérémy Manguin, architecte à ODIS, qui va se présenter par la suite, et par Victor Massat, qui est aussi en charge des bâtiments durables chez Nepsen. Et puis derrière, on fera un point sur les nouvelles contractualisations, enfin le programme. Donc pour débuter tout de suite, messieurs, je vous laisse la main. On commence par Jérémy. Jérémy, je te laisse te présenter et puis tu peux prendre la main sur la présentation. Très bien, merci beaucoup Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, je tiens à remercier la DSNA pour nous avoir invités à développer et à expliquer ce que sont les démarches. Et puis merci aussi à Victor et à Nepsen pour nous accompagner dans cet exercice aujourd'hui. Je vais vous partager mon bureau. Alors, j'espère que tac, vous le voyez. Je vais commencer par une présentation rapide de la structure dans laquelle je travaille, qui s'appelle ODIS. Donc, je m'appelle Jérémy Manguin, je suis architecte de formation et je travaille avec l'équipe d'ODIS, notamment sur les démarches quartiers et bâtiments durables en Nouvelle-Aquitaine. ODIS, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une association, loi 1901, qui a été créée à l'issue en fait, de la fusion des régions il y a quelques années et qui est issue de deux structures précédentes. L'objectif du cluster, c'est vraiment de faire évoluer les pratiques de l'ensemble des acteurs du BTP vers des pratiques et des manières de faire plus durables. Aujourd'hui, on est une équipe d'une douzaine de personnes. On est répartis sur 50 en Nouvelle-Aquitaine, ce qui nous permet d'avoir un contact avec les acteurs vraiment de manière très proche des différents territoires. Chaque antenne s'occupe en fait des départements qui lui sont limitrophes. Le modèle d'ODIS aujourd'hui, donc c'est une structure associative qui est soutenue par des intervenants publics comme la région et l'ADEME notamment. Le modèle de l'association aujourd'hui repose sur un modèle avec un financement public à hauteur de 50% à peu près et puis un financement qui repose sur nos actions propres. Et on regroupe dans nos adhérents donc un peu tous les acteurs de l'acte de construire et d'aménager, que ce soit pour la partie bâtiment, pour la partie bâtimentaire et puis toute la partie TP. Donc, on a un panel d'adhérents très variés qui sont aussi des fabricants, des industriels, des centres d'enseignement, de formation. On a évidemment des liens territoriaux forts avec des partenaires métropolitains comme Bordeaux Métropole, la communauté d'Aglo Pays Basque, Limoges Métropole, mais aussi des représentants de filières comme l'Ordre des Archis, l'UNICEM, la CAPEB, la FEB, qui sont des représentants et des partenaires sur pas mal de sujets qu'on porte aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'ODIS s'appuie sur deux réseaux qui nous sont très utiles au quotidien. Le premier, c'est le réseau bâtiment durable, donc qui regroupe des clusters et des centres de ressources comme le nôtre dans les différentes régions de France, mais aussi dans les Outre-mer. Et puis, on a un deuxième réseau dans ce réseau qui s'appelle le collectif des démarches quartiers et bâtiments durables, qui est le réseau des structures et des régions qui déploient et qui proposent aux acteurs du territoire les démarches. Donc aujourd'hui, on est 7 régions. Vous avez une petite carte qui les illustre là. Et vous avez la Nouvelle-Calédonie, mais j'y reviendrai plus tard, qui nous a rejoint en janvier 2025. Les missions du cluster ODIS aujourd'hui, elles sont en train de se transformer. Donc, on a une nouvelle gouvernance depuis quelques mois et avec l'équipe de permanent, on est en train de repenser main dans la main avec cette nouvelle gouvernance la manière de mener nos missions. Et en gros, elle s'articule essentiellement autour de trois grosses thématiques que vous voyez à l'écran, qui sont vraiment la préservation des ressources et puis la décarbonation, la manière dont on peut adapter le bâti et les territoires aux enjeux du changement climatique et puis la manière dont on peut faire tout ça autour de l'acteur et du facteur clé qui est l'humain et qu'on doit intégrer dans toutes les phases de nos projets. Les démarches quartier et bâtiments durables. Donc nous aujourd'hui au sein d'ODIS on porte trois démarches. Donc c'est les démarches quartier et bâtiments durables. Il y a toujours ces deux volets, je vais vous en parler. Et puis il y a aussi une démarche je vous en parle très rapidement, qui est la démarche écrin, qui peut intéresser pas mal d'acteurs autour du sujet de la santé, qui est une démarche spécifique sur la qualité de l'air intérieur, qui a été construite et déployée par l'ADEME. Et l'ADEME a demandé aux centres de ressources de proposer aussi cette démarche sur les territoires. Donc on a eu l'opportunité de former 14 premiers accompagnateurs en région l'année dernière. Voilà.
Et donc, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet sur la démarche bâtiment durable. Je vais vous expliquer très rapidement les grandes lignes et le mode de fonctionnement, la philosophie de cette démarche. Et puis, je passerai ensuite la parole à Victor, qui lui est accompagnateur, qui vous accompagnera, qui vous expliquera sa mission en tant qu'accompagnateur. Et puis, dans un troisième temps, je reviendrai moi sur cette nouvelle contextualisation santé qui est apparue dans le référentiel à l'été 2025. Qu'il est important de dire, c'est que la démarche est soutenue. Donc nous, ODIS, on est vraiment le bras armé sur les territoires de la région Nouvelle-Aquitaine et on a pu bénéficier à ce titre d'un soutien pendant les 5 premières années de déploiement de la démarche, très important. Et il y a évidemment énormément de connexions et de liens entre la feuille de route Néoterra et notamment la V2 qui a été publiée il y a quelques mois, et puis les démarches bâtiments durables en Nouvelle-Aquitaine. Je vous le disais en introduction, donc aujourd'hui, on est 7 régions à proposer ces démarches au sein d'une structure qu'on appelle le collectif des démarches. Les démarches ont été d'abord déployées en région PACA à partir de 2009, et puis elles se sont déployées progressivement dans d'autres régions. Donc nous, on est les 4e régions à avoir pu bénéficier de ce dispositif. Et depuis la Nouvelle-Aquitaine, ces outils se sont aussi déployés en Bourgogne-Franche-Comté, en Bretagne. Alors, il faut retenir que les démarches sont systématiquement constituées du volet bâtiment durable et dans un deuxième temps du volet quartier durable. Il y a un vrai intérêt en fait à ce que ce collectif existe et partage. On travaille au quotidien de manière très étroite et le retour d'expérience en fait les accompagnements de projets qu'on mène dans les différentes régions sont partagés et c'est vraiment à l'échelle de ces différentes régions qu'il faut imaginer les démarches et les bénéfices de ce retour d'expérience. Euh, Ce qu'il faut retenir aussi concernant les démarches, c'est que les éléments constitutifs et ce qui différencie un peu peut-être les démarches de label ou de certification, donc on parle bien de démarche globale d'accompagnement, c'est qu'elles sont systématiquement constituées de ce triptyque. Donc vous avez toujours un référentiel qui est créé dans chacune des régions. Ce référentiel est créé et mis à jour par les acteurs du territoire. Donc, on a une méthodologie de travail qui nous permet de constituer des groupes de travail sur différentes thématiques pour faire émerger ces référentiels. Et ensuite, on se base sur ces mêmes acteurs pour en fait faire évoluer les démarches, faire des mises à jour des différentes thématiques, mais aussi organiser des commissions et puis aussi se former pour devenir accompagnateur. Donc, à côté de ce référentiel, vous avez un système d'accompagnement humain qui existe. On va rentrer un peu dans le détail. Et ensuite, on organise des commissions. Donc, chaque projet s'engage à passer 3 fois en commission pendant sa durée de vie. Et je vais y revenir un tout petit peu après. Et ça fait partie, voilà, c'est vraiment ce triptyque qui forme ce que sont les démarches. Et ce triptyque et cette manière de travailler se base sur ce qu'on appelle un système participatif de garantie qui permet justement aux acteurs d'être à la fois acteurs et en fait garants de la qualité de ces démarches. Pour rentrer un tout petit peu dans le détail du référentiel, donc le référentiel se décline aujourd'hui sur 7 thématiques que vous voyez à l'écran. Donc ça représente un peu plus de 300 critères pour se poser les bonnes questions au bon moment. L'objectif étant pas de venir a posteriori juger du niveau de performance d'un projet, mais vraiment de se servir des démarches comme d'une checklist qu'on pourrait utiliser au fil de l'eau, idéalement pour se poser les bonnes questions au bon moment et puis pour choisir à quel endroit on positionne les curseurs. Voilà, les groupes de travail collaboratifs, je vous en ai déjà parlé. On a publié, et ça fera l'objet des 10 minutes après l'intervention de Victor, donc une V2 à l'été 2025 qui était une vraie évolution importante de ce référentiel. Le deuxième sujet, c'est vraiment l'accompagnement humain. Donc, c'est ce que Victor va vous expliquer un peu plus en avant. On forme des accompagnateurs. Donc, aujourd'hui, on en a un peu plus de 80 qui sont formés en région à jour de leur statut. Ces accompagnateurs, on les forme pas du tout à être des professionnels de la construction durable. Ils le sont déjà. On leur demande d'avoir un minimum 5 ans d'expérience dans ce champ-là et d'avoir des profils assez généralistes, d'être en capacité de traiter les 7 thématiques qu'on a vues précédemment. Et ces accompagnateurs, donc on les forme simplement, nous, à utiliser les outils de la démarche. On leur dispense une formation de 2 jours et ensuite ils peuvent intégrer les équipes projets. Donc ils peuvent être positionnés soit dans l'équipe de maîtrise d'œuvre
au moment où celle-ci est constituée, mais ils peuvent aussi intervenir côté maîtrise d'ouvrage en tant que AMO dès les phases programmation ou pré-programmation, c'est tout à fait possible. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces accompagnateurs, ils ont vraiment pour mission d'accompagner sur le temps long un projet de construction et qui est accompagné en démarche, se déploie généralement sur une période entre 5 et 10 ans de travail, si on tient compte des phases, si on démarre dès les phases pré-programmation et qu'on va jusqu'aux phases d'usage, hein, parce que ça, c'est aussi une des spécificités des démarches, c'est d'accompagner les projets jusqu'à 2 ans après leur livraison. Et donc, ils ont vraiment cette mission d'évaluer, d'animer, de faire vivre les sujets de la construction durable au sein des équipes. Cette position côté maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre, elle peut être aussi fluctuante. Vous pouvez avoir un accompagnateur qui est à côté de la maîtrise d'ouvrage dans ces phases préparatoires de programmation, ensuite transmettre cette mission à un accompagnateur qui serait positionné dans l'équipe de maîtrise d'œuvre et qui, voilà, il y a différentes configurations possibles. En tout cas, nous, on est là pour aider les maîtrises d'ouvrage à construire leur marché aussi si besoin. On peut mettre à disposition des cahiers des charges qui permettent de définir un peu le contenu de ces missions d'accompagnateur. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'à côté de ces accompagnateurs, donc vous avez l'équipe d'ODIS, hein. Aujourd'hui, on est trois dans l'équipe à travailler sur les démarches et on est là aussi en backup, évidemment, du travail des accompagnateurs, mais des maîtrises d'ouvrage pour accompagner les projets et pour les aider à passer en commission et à suivre leur accompagnement. Les commissions, c'est peut-être le moment qui résume le mieux ce que sont les démarches. Je vous ai indiqué, vous aurez dans les supports les informations. Donc en ce moment, on organise à peu près une fois par mois. En fait, c'est des moments où les équipes projets viennent présenter l'état d'avancement de leur travail sur le projet. Et chaque projet s'engage à venir une fois en phase conception, donc généralement à peu près au moment du dépôt du permis de construire. Une fois en phase réalisation, donc là on revoit les projets à la fin du chantier pour échanger sur cette phase de mise en œuvre et de construction. Et puis on revoit les projets une dernière fois en phase d'usage, hein, donc 2 ans après la livraison. L'objectif de ces commissions, c'est vraiment de transmettre, de faire une photo à un instant T d'un projet. On invite pour venir débattre avec les équipes projet, nous, des acteurs du territoire, qu'on appelle des membres de commission. Donc, c'est un panel assez mélangé d'architectes, d'ingénieurs, de maîtrise d'ouvrage, d'entreprises. On essaye aussi d'avoir systématiquement des entreprises dans les membres de commission. Et ils sont entre 6 et 8. Et puis ensuite, ces commissions, elles sont aussi publiques. Donc, on a entre 30, 40, jusqu'à plus de 100 personnes dans le public, qui sont souvent des professionnels, et qui peuvent aussi interagir avec les équipes projet, poser des questions. Donc, on a une phase de questions-réponses entre les membres de commission et les équipes projet. Et puis ensuite, on a une phase aussi où le public peut poser des questions. Et on recherche régulièrement des professionnels pour faire partie de ces membres de commission. Donc, vous pouvez tout à fait, si ça vous intéresse, candidater, nous envoyer votre candidature. Voilà, il y a eu une commission qui s'est déroulée hier à La Rochelle et la prochaine sera prévue le 17 mars à Bordeaux. Donc, on vous invite, si ça vous intéresse, à venir voir ces commissions. C'est des vrais moments d'échange, de partage, de montée en compétences, et c'est des moments qui résument très bien ce sont les démarches. En démarche, vous devez retenir aussi qu'il y a 4 niveaux de reconnaissance qui sont CAP, bronze, argent et or, qui dépendent à la fois d'une partie de notation qui est établie sur le travail sur le référentiel par l'accompagnateur et qui repasse par les mains d'ODIS avant le passage en commission pour être validé. Et ensuite, le jour de la commission, les membres de commission ont à leur charge d'attribuer 2 notes supplémentaires sur la cohérence durable et sur des potentiels points bonus d'innovation. Et en fait, on fait la moyenne en commission directement de ces 3 notes pour avoir une note pour le projet et pour atteindre les différents niveaux de reconnaissance. Vous avez aussi des prérequis. Donc, pour chacun des niveaux de reconnaissance, vous avez des prérequis, des incontournables auxquels il faut répondre. Et ces prérequis sont cumulatifs. Ça, c'est important de le retenir. Vous avez un site qui résume et qui regroupe un peu toutes les données sur les différents projets.
Donc vous allez pouvoir cliquer et récupérer des fiches infos sur les projets avec pas mal d'infos techniques. Et puis pour terminer, je voulais vous parler aussi du coût de la démarche, de ce que ça représente de s'inscrire en démarche. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que les démarches poussent à réfléchir en coût global. Donc on invite les équipes projet à ne pas réfléchir uniquement sur le coût d'investissement du projet, mais sur le coût sur une durée de vie à minima de 50 ans. Et on sait que, par retour d'expérience, le coût d'un projet, en fait, le coût d'investissement à un instant T ne représente qu'une trentaine de pourcents à peu près du coût global. Le reste des coûts provient évidemment de l'exploitation, de la maintenance, des grosses opérations de réhabilitation qui interviennent à peu près tous les 20 ans. Et pour connaître le coût d'une démarche, vous devez cumuler deux coûts. Donc, vous devez cumuler le coût d'inscription en démarche qui, lui, est reversé en direction d'ODIS. Alors, ça va dépendre de notre côté, en tout cas, uniquement de la surface de plancher ou du nombre de logements. Mais dans le cas de projets de santé, ça va être vraiment la SDP. Et pour un petit projet, nous, on a un prix plancher pour le coût d'inscription qui est aujourd'hui à 6 360 euros hors taxe. Et pour des projets avec une très grande surface de plancher, on a eu des coûts d'inscription qui ont été jusqu'à 50 000 euros, donc c'est des fourchettes très, très larges, mais ça vous donne une idée. Et à ce coût-là, vous devez cumuler le coût de l'accompagnement. Alors l'accompagnateur, il travaille, lui, généralement pendant plusieurs années sur toutes les phases du projet jusqu'à 2 ans après la livraison. C'est un indépendant, généralement, donc qui est libre de fixer ses tarifs. Quand on les forme, on leur transmet des aides pour calibrer leur mission et le temps à passer sur les différents sujets. Mais voilà, on va dire que pour un accompagnement d'un projet de petite taille avec un niveau d'ambition, on va dire type bronze, sa mission pourra aller de 25 000 euros jusqu'à 100, 120 000 euros, sans problème, avec un très fort niveau d'ambition et puis un projet plus important. Donc nous, on est à votre disposition si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est un peu les différents avantages qu'on a pu lister sur le fait de suivre une démarche BDNA. C'est avant tout un accompagnement. Donc c'est une manière aussi de simplifier la question du bâtiment durable et de proposer à des maîtrises d'ouvrage un écosystème, une méthode de travail et puis une manière de faire qui peut permettre de faire les bons choix au bon moment. C'est aussi une manière évidemment de pousser la qualité des projets. Et puis les différents arguments que vous voyez à l'écran, je vous en ai déjà parlé. Voilà, et puis il y a tout un travail aussi de valorisation et de REX que nous, ODI, portons sur les projets qui sont accompagnés en démarche, qui peuvent être utiles pour des maîtrises d'ouvrage. Et puis c'est un formidable outil aussi de développement territorial qui s'appuie sur un écosystème et un site de projet. On valorise énormément ça. Je crois que c'est tout pour cette première partie pour ma part. Il en Je vais reste, passer la main à il Victor. en reste une, ouais. Ah oui, il en reste une, pardon. Alors l'inscription en démarche, simplement, bah, vous avez sur le site, je vous enverrai le support avec les liens. Vous avez un process très simple pour vous inscrire en démarche. Et la première étape, c'est vraiment de prendre contact avec nous, avec ODIS, pour avoir plus d'infos et puis vous guider dans cette inscription. Voilà. Et je passe la main à Victor. Merci Jérémy, en attendant que Victor prenne la main. Merci pour cette présentation rapide. Alors effectivement, il y aura la présentation, sera sur le site de la mission d'appui. Les gens pourront la récupérer et la revoir. Et s'il y a des besoins, ils pourront t'appeler. Victor, c'est à toi. Bonjour à tous, donc Victor Marsat, responsable du marché construction et urbanisme durable au sein de Nepsen Transition. J'en profite moi aussi pour remercier l'ADS, Sénat et ODIS pour m'inviter à ce webinaire. Aujourd'hui, l'idée en fait, c'est que dans le message, je vais présenter Nepsen déjà, le rôle de l'accompagnateur à travers les différentes phases d'un projet et finalement quel est le retour en fait qu'on peut avoir en termes d'accompagnateur et un peu personnel par rapport à cette certification, enfin cette démarche BDNA, puisque en fait on a pas mal d'expérience par rapport à d'autres certifications et notamment plusieurs projets en démarche, notamment la dernière, enfin la première qui va être validée sous toutes les phases depuis le lancement BDNA dans les prochains mois. Donc, Nepsen Transition. Donc, déjà, le groupe Nepsen, on est un groupe qui a 40 ans, spécialisé en thermique énergétique du bâtiment, principalement sur la maîtrise d'œuvre. On est une société à mission. L'idée, c'est qu'on est positionné sur l'ensemble de la France avec des pôles de compétences. Donc, on a Nepsen Transition qui est la branche conseil de l'ensemble du groupe, Nepsen Bâtiment, Nepsen Énergie, tout ce qui est pôle de compétences énergie renouvelable, Nepsen Industrie et Nepsen Structure. À l'intérieur donc, de Nepsen Transition, on est structuré en différents marchés.
qui font écho d'ailleurs avec cette démarche BDNA, puisqu'on a le marché territoire en transition, le marché entreprise et santé en transition, le marché construction et aménagement durable, un marché international mobilité et formation. Par rapport à tout ce qui est accompagnement à la mise en œuvre de la démarche BDNA, l'objectif c'est de revenir à travers les différentes phases de développement d'un projet, de la programmation à l'exploitation, et de revenir sur finalement qu'est-ce que fait un accompagnateur et quel est le bénéfice finalement de cette démarche. Pour commencer sur la programmation, ce qui va être intéressant, c'est vraiment d'aller analyser le contexte, avoir une lecture du programme, comprendre les enjeux territoriaux. À travers ces enjeux territoriaux d'aujourd'hui et de demain, on va avoir des menaces, des opportunités. L'idée, c'est de les intégrer au projet, de proposer des réponses et de pouvoir en fait positionner des priorités par rapport à ce caractère territorial et par rapport justement au caractère interne de l'acteur. Donc il y a vraiment un travail collectif en fait pour positionner un niveau d'exigence BDNA et construire une feuille de route qui est adaptée et qui fait écho à la feuille de route interne en termes de stratégie de développement durable et justement de développement de l'activité. Donc en fait, l'objectif, c'est aussi de définir une ambition partagée en interne de l'acteur. On propose aussi des ateliers en fait permettant d'animer différents ateliers thématiques, permettant d'avoir une analyse critique. Et là, on est plus sur un accompagnement à la conception collective, dans le sens où c'est plus juste le, 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 bah, le service technique qui va développer le projet, mais on va faire participer l'ensemble des services pour aller amener une cohésion et créer du lien à travers les différents acteurs. L'objectif, c'est aussi d'utiliser un référentiel qui est adapté pour vraiment garantir en fait une conformité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que BDNA, pourquoi je disais que ça faisait écho en fait à notre structure, c'est vraiment que c'est un projet qui est adapté et intégré à son territoire. En fait, dans les démarches durables, on va avoir des feuilles de route qui sont nationales, qui sont régionales, qui sont départementales. Après, il y a des communautés de communes. On peut avoir des feuilles de route aussi, suivant certaines planifications urbaines. L'objectif, c'est vraiment de comprendre en fait l'ensemble de ces feuilles de route sur l'adaptation au changement climatique, sur la résilience des territoires, la réduction carbone, et j'en passe, et les amener et les traduire à l'intérieur du projet. Le projet, il doit faire écho avec la stratégie de l'établissement. Il a créé en amont une vision globale, une stratégie globale, une stratégie durable sur des notions carbone, d'énergie, d'adaptation, de RSE. C'est de comprendre quelle est cette stratégie de l'établissement et de l'intégrer à travers le projet. Ce projet doit aussi répondre aux besoins des utilisateurs. Alors, on a eu en retour d'expérience un projet en démarche bâtiment durable qui était assez intéressant parce qu'il avait proposé de créer un organe avec 12 ambassadeurs qui suivaient le projet de la phase programmation à la phase usage. Et en fait, ces ambassadeurs étaient vraiment liés à différents services et permettant d'avoir un regard un peu, enfin un regard finalement sur l'ensemble des enjeux des différents services par rapport au projet de construction. Et on avait une présentation, un retour, des visites sur chacune des phases finalement du projet. Vraiment, un sujet aussi qui est important avec BDNA, mais en avant, c'est que le projet doit être adapté aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Donc, on doit anticiper les évolutions médicales, organisationnelles. Il faut qu'il y ait vraiment une réflexion de conception évolutive et vraiment une intégration de tout ce qui est risque climatique et enjeux. Dans la réflexion de méthode d'intervention d'un accompagnateur, alors nous, c'est notre vision d'intégration. Ça peut diverger selon les différents besoins et méthodes d'accompagnement. On va avoir une première évaluation à l'étape initiale en fait, du projet avec une analyse du contexte, des contraintes et des premières orientations du projet. On définit ensuite les enjeux, parce qu'on peut avoir une liste à l'après-vert en fait, des enjeux durables, mais finalement, on va avoir des enjeux très sensibles et très pointus sur certaines notions, et donc définir en fait des cibles BDNA qui sont prioritaires et d'autres secondaires. En option, on met en place donc, et on anime en fait différents ateliers de travail pour vraiment qu'il y ait une co-construction et que chacun soit acteur finalement de ce projet.
On scénarise les évaluations bâtiments durables Nouvelle-Aquitaine. Généralement, on propose un scénario de base en disant, bon, bah, suivant le développement prévu du projet, où est-ce qu'on arrive par rapport à des conformités réglementaires, on propose un scénario de projet durable et un scénario de projet d'excellence. Et en face de ça, on échange sur les implications en termes de coût global, donc d'investissement actuel et de retour sur investissement futur en exploitation. On apporte une aide à la décision et une validation, un accompagnement à la validation du scénario cible, et on traduit tous ces engagements BDNA dans le programme. Alors c'est intéressant parce que finalement, l'accompagnateur se met aussi en lien avec ODIS. Donc il peut y avoir un regard d'ODIS qui a aussi un retour d'expérience sur plusieurs projets. Bon, une petite slide aussi sur des exemples en fait d'ateliers. On peut avoir des ateliers carbone matériaux, des ateliers confort énergie, ateliers eau biodiversité, ateliers d'usage. Donc ce que je disais, c'était vraiment que le service technique ne soit pas tout seul dans son développement, mais vraiment qu'il y ait une démarche qui soit co-construite avec les différents acteurs, différents services, les différentes unités durables, et qu'il y ait une validation des positionnements en fait de solutions et que ça soit accepté par tous. Voire peut-être des acteurs en fait qui ont déjà vécu la construction d'un projet tel qu'on le souhaite et qui va amener en fait des retours d'expérience et pourquoi pas des innovations. L'idée après dans l'intégration à la conception, c'est que on réalise une revue complète des enjeux durables. Alors généralement, on fait des ateliers à partir de ce moment-là avec la maîtrise d'ouvrage, ensuite avec la maîtrise d'œuvre et ensuite avec les services techniques, permettant d'avoir un mode projet, d'avoir tout le monde autour de la table et qui puisse amener des solutions complémentaires ou des retours d'expérience sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, on a des retours d'ODIS, on a des retours de la commission, et tout ça, ça cristallise finalement des retours d'expérience qui sont très pertinents et qui consolident en fait le projet et le niveau attendu par le projet. À ce niveau-là aussi, on met en lien en fait l'ensemble des stratégies internes au projet par rapport au retour de la maîtrise d'œuvre. Et là, l'idée, c'est vraiment d'orienter vers l'amélioration de la qualité du bâti et d'impliquer aussi les futurs usagers. Pour des réflexions, enfin des éléments sur les modalités de contractualisation, généralement, nous, sur le plus courant, on est souvent assistant à maîtrise d'ouvrage. Pourquoi? Parce qu'au début, on était plus avec la maîtrise d'œuvre, mais en fait, on couvrait pas toutes les parties. Donc, on était plus sur la conception, travaux, et ensuite, on passait en assistant à maîtrise d'ouvrage en phase usage. Donc, autant être assistant à maîtrise d'ouvrage sur toutes les phases. Et en fait, nous, en interne, on se dit qu'il y a une certaine indépendance par rapport à la maîtrise d'œuvre et les entreprises. Comment un établissement peut faire appel à Nepsen? Alors, il y a les différentes modalités. Ça peut être via marché public, en consultation directe. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une intégration dès l'appel d'offres. Et le moment clé pour mobiliser Nepsen, mais je dirais aussi pour mobiliser ODIS, c'est dès l'attribution du marché. Limite, même avant, en fait, on peut aller contacter ODIS et eux viennent conseiller la maîtrise d'ouvrage sur les trajectoires et les enjeux prioritaires. En conception, ce qu'on voit, c'est souvent qu'il y a une liste à prévert des enjeux durables. Il y a 7 thématiques durables dans la démarche bâtiment durable. À l'intérieur de ça, il y a des sous-thématiques durables. Et à travers de ça, on a énormément d'études. Par rapport en fait aux enjeux du projet et des enjeux territoriaux, on va avoir vraiment des études à réaliser prioritairement et des études qu'on peut faire de manière un peu plus, des approches un peu plus faciles pour répondre à certains enjeux, mais il y a moins ce caractère prioritaire. Donc l'idée, c'est de défricher tout ça et d'amener en fait des études qui sont optimisées et maîtrisées financièrement. Sur la réflexion exé, l'animation, l'idée en fait, c'est de donner un cadre clair en fait à cette phase, clarifier les objectifs, les rôles, les responsabilités, et surtout maintenir une cohérence dans la durée et faire comprendre aux entreprises finalement quelle est la cohérence de leur action. Nous, on a eu pas mal de retours là sur les démarches BD en phase exé, des entreprises qui viennent nous voir en off et qui nous expliquent, OK, moi, on me disait dans certaines certifications de faire ces éléments-là,
je ne comprenais pas l'intérêt. Et là, en fait, on leur présente tout ce qui a été réalisé en programmation, en conception, que finalement leur action participe à un ensemble et vraiment à un processus de développement des notions durables sur l'ensemble d'un projet. Et là, ils comprennent l'intérêt. Et par-delà, en plus, ils peuvent venir en commission pour présenter certains éléments ou leur intervention. Et eux, ça leur permet en fait de justement présenter le travail qu'ils réalisent, communiquer sur ce travail-là, et ils vont avoir vraiment un intérêt à amener en fait ces enjeux durables sur le chantier. En plus de ça, ça facilite tout ce qui est arbitrage. On le voit, hein, il y a toujours des modifications et des évolutions en chantier. L'idée, c'est vraiment d'amener en fait des solutions mais qui sont toujours cohérentes par rapport aux objectifs prévisionnels. Il y a une possibilité, et c'est toujours intéressant d'aller impliquer aussi les futurs usagers à cette phase et qui comprennent en fait quels ont été les enjeux lors de la phase exé. Donc vraiment pour cette phase exé, il y a quelques notions très importantes. C'est ce cadrage en fait via une charge chantier faible nuisance, la vérification en chantier du respect du projet durable, la sensibilisation et la montée en compétence des acteurs et des entreprises, sachant que, vu qu'en fait, on est sur des acteurs qui sont assez locaux, les acteurs, avec le retour d'expérience qu'on a, les maîtrises d'ouvrage, pourront rappeler et savent que ces entreprises-là ont déjà participé aux démarches et on peut les rappeler assez facilement, on sait ce à quoi on s'attend. On a un double contrôle, on met en avant les entreprises et il y a vraiment une capitalisation des retours d'expérience. Usage. La partie en fait animation du processus BDNA en phase usage, donc c'est pendant 2 ans, il y a un accompagnement de l'accompagnateur, plus il y a ODIS qui visite le bâtiment et il y a encore cette commission. Et là, vraiment, il y a vraiment cette réflexion de vérifier cette cohérence entre les performances prévues et réelles. Par retour d'expérience, ce qu'on voit, c'est que ce qui était prévu, c'est pas vraiment ce qu'on voit de manière réelle sur la première année. Mais en fait, on rappelle que justement, il faut intervenir. Et sur la deuxième année, on voit qu'en fait, il y a vraiment des réajustements. Là, les 2 prochains projets que j'ai en commission, on voit une diminution de 15% de la consommation énergétique et ça rejoint en fait ce qui était planifié. La limitation des dérives face aux usages inadaptés. J'ai un projet, par exemple, il y a des preneurs sur le projet, ils sont très sensibilisés et en fait, à chaque fois qu'ils partent du bureau, ils éteignent le chauffage, mais via le compteur. Et en fait, ça ne permet pas d'aller amener l'inertie qui était prévue dans le bâtiment par rapport au chauffage ou au refroidissement. Et en fait, on a vu après 6 mois que ces usages-là, déjà, on les a découverts. Et en fait, justement, ça pénalisait toute la réflexion durable projet. Il y a tout ce qui est facilitation de l'appropriation des équipements, le suivi du confort et de la qualité d'usage. C'est très important d'avoir ces retours-là. Le suivi et le pilotage d'indicateurs durables. Je le disais, toute cette notion en fait de feuille de route interne, l'idée c'est que tous ces indicateurs, on puisse les ressortir et les transmettre en fait aux services concernés. On capitalise les retours d'expérience et ça soutient cette amélioration en continu du bâtiment. Vraiment, pour synthétiser le rôle de l'accompagnateur, donc comme disait Jérémy, on a vraiment une notion d'évaluation, d'animation et d'inspiration lors de la phase programmation, conception, chantier et usage, avec vraiment des objectifs d'accompagnement à cette validation technique et l'accompagnement à la communication et à la mise en valeur de tout l'effort qui a été réalisé à travers les différentes phases et des différents acteurs. Et avant de terminer, je dois faire quand même un retour d'expérience accompagnateur BDNA par rapport à tous les accompagnements qu'on a pu réaliser, et notamment en comparaison en fait, de certifications qu'on a pu réaliser avant en fait, d'entrer et de lancer des démarches bâtiments durables. Premier point, ODIS, en fait, il est accessible. Nous, on a eu des projets en certification où justement le projet était un peu différent des grilles qui étaient prévues. Pour avoir une réponse du centre de ressources, c'était quand même des projets, on parle d'enjeux à plusieurs millions, il nous fallait 6 à 1 an. Après, pour l'adaptation de la grille, il fallait 1 an et demi. Donc ça, pour nous, c'était pas possible. Il y a une part d'évaluation dans cette démarche qui est une part sur de la cohérence. On a un projet, on a tout mis en œuvre pour aller rechercher en fait des enjeux durables sur de l'eau,
sur l'eau, sur la thématique de l'eau. Et c'était difficile de mettre en place, lié à plein de raisons. Et on a pas mal perdu de points là-dessus. Par contre, en fait, il y a vraiment eu des points sur de la cohérence parce qu'ils voient qu'on a eu un process de réflexion et d'étude qui était extrêmement pertinent. On a un retour en fait des acteurs locaux en commission qui permettent d'améliorer le projet en continu. L'animation territoriale, elle est vraiment présente. Je donne un exemple, l'ADEME, il y a ODIS qui nous a mis en lien avec l'ADEME qui a réalisé son séminaire sur l'un de nos projets qui était en cours de démarche bâtiment durable. Et en tout cas, là à Bordeaux, on a déjà vraiment une intégration, une validation de la démarche. Je donne un exemple, l'OIN Euro-Atlantique qui gère la partie aménagement du sud de Bordeaux, qui demande que l'ensemble de ces projets soient en démarche BDNA et qui le suit. J'en ai terminé. Je relaisse la main à Jérémy. Oui, Ensuite, merci Victor. Oui, Jérémy va nous parler de la suite, la V2, et qu'est-ce que ça donne par rapport à la santé, Jérémy. Absolument, on va rentrer un peu plus dans le détail. Merci beaucoup, Victor. Je vais merci. aller relativement vite. L'objectif, c'est aussi qu'on arrive à se garder un temps d'échange à la fin pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je vais simplement vous présenter un peu dans le détail cette mise à jour et puis cette nouvelle contextualisation santé. Ce qu'il faut retenir, c'est avant tout que cette mise à jour permet de faire émerger deux nouvelles contextualisations, donc la contextualisation vitivini et la contextualisation santé. C'est des contextualisations sur lesquelles on a travaillé parce qu'on avait des demandes des acteurs territoriaux. Donc, on avait plusieurs projets qui se sont inscrits en démarche et qui traitaient des typologies de projets de ce type-là, mais ils se glissaient tant bien que mal dans des contextualisations différentes. Et puis, c'est aussi un moyen d'intégrer en fait et de mettre à jour toute la partie économie circulaire. On a fait un très gros travail sur tous les projets qui intègrent des phases de déconstruction et puis la manière aussi d'intégrer davantage de matériaux de réemploi. Et puis, on a travaillé aussi avec des spécialistes de la question de l'eau et avec les accompagnateurs. Donc, les accompagnateurs, on les réunit en séminaire une fois par an. On travaille avec eux sur un certain nombre de sujets. Et donc, l'avant-dernier séminaire, on avait travaillé avec eux sur la thématique de l'eau, ce qui nous a permis d'avancer et de faire avancer cette thématique. La contextualisation santé, je vais passer rapidement. Donc, l'objectif, c'est systématiquement aussi d'être en avance sur la réglementation. On considère que tout ce qui est réglementaire est en fait la base à laquelle il faut répondre. Et donc, les démarches s'attachent à avoir ce regard un peu prospectif sur ce que pourront être les réglementations dans les années à venir. En fait, les référentiels sont systématiquement organisés en quatre strates. Vous avez toujours les thématiques, hein, donc les 7 qu'on a déjà balayées. Vous avez un certain nombre de sujets qui permettent de répondre à ces thématiques. Et puis ensuite, vous avez des objectifs qui permettent d'adresser les différents sujets. Et à la fin, vous avez le quatrième niveau qu'on appelle les moyens. Et c'est sur ce niveau des moyens que la contextualisation joue. En fait, en démarrant le travail sur un projet, vous allez préciser la contextualisation, donc la typologie de bâtiment, le type de travaux, est-ce que ça intègre ou pas de la déconstruction, la zone climatique, la densité urbaine sur le site du projet. Et en faisant et en appliquant cette contextualisation et en générant la grille, en fait, vous allez avoir un certain nombre de moyens qui vont s'activer ou se désactiver et qui vont permettre d'adapter l'outil, alors dans une certaine mesure, mais en tout cas à votre projet. Et ensuite, pour chacun, donc là, vous avez un tout petit extrait. Alors, c'est pas très lisible, mais je vous enverrai le support. C'était simplement pour illustrer mon propos. En fait, l'accompagnateur va venir définir avec la maîtrise d'ouvrage quels sont les moyens qui sont visés par l'opération. Donc, on va définir, et si ce moyen est visé, l'accompagnateur va devoir nous justifier avec des éléments de preuve et puis avec un petit texte dans la grille de quelle manière il souhaite atteindre ce moyen et le valoriser. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est simplement pour vous montrer la grille 3 niveaux. Donc, vous n'avez pas le niveau des moyens, mais ça vous permet de balayer très rapidement les différents sujets. Donc, en gestion de projet, on va parler évidemment de programmation, on va parler d'anticipation de la phase chantier, on va parler aussi de la phase d'exploitation. Pour la partie territoire et site, on va s'attacher justement à défricher un peu la question du choix du site, de quelle manière on va pouvoir intégrer les mobilités douces, adapter le bâtiment au site et au climat, mais aussi s'attacher à traiter tous les sujets liés aux espaces extérieurs, à la biodiversité. Pour la partie responsabilité sociétale, on va parler de participation, de gouvernance sociale, d'économie sociale et solidaire, de résilience et d'évolutivité et de modularité du bâtiment.
Et pour les dernières thématiques, en énergie, donc on va toujours travailler avec ce triptyque. D'abord réfléchir à la sobriété énergétique du bâtiment pour ensuite parler d'efficacité de l'enveloppe et des équipements. Et puis, in fine, pour les besoins qui restent de production d'énergie renouvelable sur site. La partie de l'eau, donc, elle a pas mal évolué. C'est vraiment d'interroger les besoins dans un premier temps, comprendre de quelle manière aussi on peut capter la ressource en eau sur la parcelle, comment on peut gérer les eaux usées, comment on peut gérer les eaux pluviales, et ensuite parler aussi des pathologies. Et sur la partie ressources et matériaux, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais plutôt vous emmener directement sur la partie santé, mais on va traiter de ces différentes thématiques. Et pour confort et santé, c'est pareil, on va parler de confort acoustique, de confort visuel, voilà. Des nouveaux critères sur la contextualisation santé. Vous en avez un certain nombre, je vous les ai pas tous mis, je vous ai fait une sélection, mais vous allez pouvoir adresser ce type de sujet sur la thématique territoire et site. Alors, j'ai pas du tout développé la partie gestion de projet en fait est commune aux différentes contextualisations, donc il n'y a pas de sujet spécifique santé dans cette thématique-là, mais à partir de la thématique de territoire et site, le travail sur la nouvelle contextualisation a permis de faire émerger des nouveaux moyens et des nouveaux critères. Donc notamment, est-ce que l'offre permet de combler un désert médical? C'est quelque chose qui peut être valorisé au sein de la démarche. Aussi, de quelle manière en fait le projet va être une source potentielle d'émissions de bruit qui pourrait avoir une incidence sur les riverains et les personnes qui vivent ou travaillent à proximité du site projet. Et puis aussi de quelle manière on peut imaginer des espaces extérieurs qui soient aménagés à la fois pour le personnel soignant, mais aussi pour les patients, pour les accompagnants. Donc ça, c'est le type de sujets qui peuvent être abordés dans cette thématique. Pour la partie responsabilité sociétale, c'est évidemment comment on intègre des équipes et des représentants du personnel dès la définition du programme pour essayer d'aboutir à un programme et à un projet le plus adapté possible. De quelle manière le projet peut être aussi une source de création d'emplois durables, au-delà des questions d'insertion sur le chantier ou en phase d'exploitation, de quelle manière le projet peut être un vrai levier de création d'emplois durables. De quelle manière on pourrait aussi également imaginer un hébergement pour des proches qui viendraient rendre visite à des patients ou à des résidents des projets. Sur la partie énergie, on va parler évidemment de stratégie énergétique. En parlant de bioclimatique, on a mis l'accent aussi sur cet aspect-là, c'est-à-dire de revenir un peu à l'essentiel et de parler de bon sens et de bioclimatisme avant de parler de solutions techniques, avec évidemment le confort d'été en ligne de mire et puis la manière dont on arrive à gérer ces épisodes de surchauffe. On va parler beaucoup aussi d'éclairage naturel. Alors, c'est un sujet très spécifique au projet santé. Sur les gros projets, on a souvent des bâtiments avec des dimensions considérables et des problématiques d'éclairage naturel en cœur de bâtiments très épais. Donc ça, on a pas mal de sujets autour de ça et de projets qui nous ont démontré différentes manières de traiter ce sujet-là. Et puis aussi sur les consommations électriques et énergétiques, on sait qu'il y a des consommations absolument considérables dans ce type de projet. Donc de quelle manière on peut rationaliser ces consommations et la construction de ces circuits électriques pour les rendre les plus efficients possibles. Sur la partie eau, voilà, je vous ai listé quelques critères nouveaux qui ont fait leur apparition. En fait, de connaître aussi la composition des sols et de connaître leur capacité à gérer les eaux pluviales, de choisir un bouquet et un panel de végétaux adaptés au climat et au futur climat. Avec des besoins en eau limités, et puis s'assurer aussi que les axes d'écoulement naturel des eaux sont respectés sur le site pour éviter tout ce qui est ruissellement. Voilà, font partie un peu des nouveaux sujets poussés dans cette thématique. Sur la partie ressources et matériaux, on va parler beaucoup des déchets générés par l'établissement sur le site. De quelle manière sont gérés ces déchets, de quelle manière ils sont triés. On sait aujourd'hui qu'on a besoin de changer notre regard sur les déchets, de considérer les déchets davantage comme une ressource. Donc évidemment, le tri à la source est de plus en plus important. Le réemploi, évidemment, aussi, est de plus en plus est un sujet qui est de plus en plus mis sur la table dans le cadre de développement de projets de ce type-là. Et puis ensuite, l'intégration d'acteurs spécialisés aussi qui permettent de gérer ce type de déchets. Pour la partie confort et santé, on va s'attacher dans cette nouvelle contextualisation santé
aussi à déployer des solutions de ventilation naturelle, même si c'est pas toujours simple. On a aussi des contraintes sanitaires très importantes, mais ça reste des solutions envisageables. La question de l'usage de la climatisation aussi, de quelle manière on peut retarder cet usage de la climatisation en ayant une enveloppe performante, une inertie et un déphasage qui permettent justement de retarder ces consommations énergétiques. Et puis aussi tout ce qui est lié pour les patients en situation de alité, de quelle manière ils peuvent accéder aux commandes par exemple des stores extérieurs ou avoir des vues vers l'extérieur font partie un peu des sujets qu'on va traiter. Pour terminer et pour garder un temps pour pouvoir échanger, je voulais simplement vous montrer ces deux exemples. Alors, une fois de plus, vous y verrez pas grand-chose, mais on vous enverra les supports. Vous avez déjà, en fait, sur la cartographie des projets BDNA, un certain nombre de projets. On en a au moins 5. On a 2 EHPAD autour de Pau, le centre hospitalier de Pau, un centre de formation du CH de Poitiers, et puis un autre EHPAD qui est dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, qui sont des projets qui sont inscrits en démarche et qui traitent de ces sujets. Vous avez dans le support, vous aurez les liens vers les fiches. Vous pouvez les télécharger. Donc, c'est des fiches qui résument un peu les acteurs intervenant sur le projet, les grands enjeux de développement durable et qui rentrent aussi dans le détail technique des solutions qui ont été adoptées par les différents projets. Donc ça, c'est valable à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est aussi un des objectifs du collectif des démarches, c'est de pouvoir partager ces informations-là et faire du retour d'expérience et que, en fait, un porteur de projet puisse aller fouiller dans cette base de données, comprendre quelles sont les solutions qui ont été adoptées sur des projets similaires, et puis peut-être bénéficier de ce retour d'expérience pour aller plus vite. Et puis vous avez aussi sur ces fiches le résumé de ce qui s'est dit en commission, donc vous aurez les échanges et les questions qui ont été posées entre les membres de commission, les équipes, mais aussi le public dans la salle. Donc n'hésitez pas à les consulter, et puis à nous solliciter aussi, nous, équipe de DI, si jamais vous avez besoin. Vous avez une fiche contact donc, où on a remis les coordonnées de Victor et les miennes. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et puis, si vous voulez, je vais redonner la main peut-être à l'équipe de la DSNA. Et puis, on se garde un temps pour, si vous avez des questions, pour y répondre avec Victor. On est là pour ça. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation. Je sais que c'était rapide par rapport à l'ensemble des informations que vous aviez à donner. Je sais que c'est un condensé et on a travaillé dessus pour arriver à tenir dans les 50 minutes. Donc, est-ce que Absolument. vous avez des questions à poser à Jérémy ou à Victor sur la démarche? N'hésitez pas, hein, y compris à la poser dans votre chat, on la reprendra. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez comme question? Dites-nous. Sinon, Jérémy, en attendant la première question, moi je vais vous en poser une. Allez-y, Bernard. Je suis un établissement de santé, je sais que Oui. je dois adapter mon patrimoine au changement climatique. En quelques mots, qu'est-ce qui fait que je vais m'engager dans la démarche BDNA, moi en tant qu'établissement de santé? Alors, une des premières raisons, ça va être vraiment ce sujet de la construction durable. On sait qu'il est complexe finalement, c'est des problématiques qui sont souvent, qui touchent des thématiques et des sujets très vastes. L'intérêt de la démarche, c'est vraiment de poser autour d'une maîtrise d'ouvrage un outil pour faire du projet, un écosystème d'acteurs et aussi un partage d'expériences entre des porteurs de projets qui ont eu des problématiques similaires. Ça, c'est vraiment un peu les trois grosses premières raisons qui peuvent pousser une maîtrise d'ouvrage à s'inscrire en démarche. C'est vraiment de pouvoir bénéficier de cet écosystème et de cette méthodologie et de ce retour d'expérience d'autres acteurs. Ça, c'est vraiment je dirais, les premières raisons qui peuvent pousser une maîtrise d'ouvrage à s'inscrire en démarche. Et puis après, c'est aussi une manière de se challenger, d'aller pousser les curseurs un peu plus loin, parce que donc on a vu que toute la partie réglementaire aujourd'hui, on va dire que c'est une base. Donc nous, on cherche vraiment à simplement pousser les acteurs à monter en compétences, monter en compétences sur un projet en cours, mais aussi au fil de l'eau sur différents projets. Le principe étant qu'une maîtrise d'ouvrage peut peut-être entrer en démarche avec un niveau d'ambition limité, c'est un peu péjoratif, mais en tout cas, on va dire un niveau bronze, par exemple, pour entamer un premier accompagnement en démarche, pour ensuite, peut-être sur un second projet, aller chercher d'autres sujets. L'objectif étant pas du tout de pousser tous les curseurs à fond. Ça, on sait que ça fonctionne pas, mais c'est vraiment de choisir de manière concertée, collective, avec des acteurs sachants et engagés, quel est le bon niveau d'ambition pour le projet en fonction des contraintes du site, des moyens financiers. Donc voilà, c'est vraiment d'aller placer les curseurs sur les bons sujets. C'est un peu l'intérêt des démarches, je dirais. Merci, Jérémy. J'ai des questions qui arrivent, donc on va essayer d'être court dans les réponses, Jérémy.
Oui, absolument, j'ai un petit défaut, je parle beaucoup. La question qui est posée par Madame Diff, comment sensibiliser et inviter les maîtres d'œuvre vers ces démarches dans leur parc existant et leurs projets? Comment les sensibiliser et les inviter? Alors, les démarches sont adaptées, on l'a pas dit, mais sont adaptées aussi bien évidemment à la réhabilitation qu'au neuf. En fait, c'est en faisant, en s'appuyant sur un réseau d'acteurs pour faire connaître les démarches déjà. Les maîtrises d'œuvre, en fait, on les incite à venir participer aux commissions avant tout. Ça leur permettra de découvrir et de connaître les démarches. Et puis après, en s'appuyant sur un réseau d'acteurs déjà engagés en démarche, que ce soit les accompagnateurs, les maîtrises d'ouvrage, on peut tout à fait voilà, propager et faire connaître les démarches. Et les commissions, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée pour faire découvrir les démarches à des acteurs. Merci beaucoup. J'ai une question un peu plus longue pour toi, Jérémy, ou pour toi, Victor. Quant au sujet du prérequis argent encadrant les besoins de chauffage, lors de la contextualisation en santé, ne faudrait-il pas identifier des sous-contextes? Par exemple, la nature des besoins thermiques entre un EHPAD et un CHU sont forcément différents. Par exemple, dans un CHU, le besoin de chauffage n'est pas seulement lié aux déperditions par les murs, mais majoritairement à des enjeux de process ou de traitement d'air pour souffler l'air à des températures et hygrométrie contrôlées. Est-il envisageable de préciser les périmètres d'études et d'apporter des modulations sur le type d'établissement de santé? Alors, je peux répondre très rapidement, puis je laisserai Victor compléter. En fait, c'est vrai que sur ces besoins de chauffage, aujourd'hui, on a des seuils à ne pas dépasser pour valider certains niveaux qui peuvent être contraignants parfois. En fait, on a défini des règles qui nous semblaient les plus pertinentes possibles. Après, les démarches se veulent des outils souples. Donc, il faut distinguer d'abord tout ce qui est prérequis, qui sont des incontournables, et puis tous les moyens qu'on peut viser qui ne sont pas des prérequis. Après, l'objectif, c'est évident. On peut aussi jouer sur en fait, on peut au sein d'une même grille contextualiser différemment certaines parties du bâtiment. Donc, par exemple, si vous êtes dans le cadre d'un EHPAD, on pourrait tout à fait imaginer que il y ait une partie du bâtiment, toute ou partie, qui s'inscrive dans une contextualisation peut-être plus proche du logement ou ça va vraiment. En fait, c'est vraiment du cas par cas. Donc, il faut se mettre d'accord avec nous sur la manière dont on définit l'emprise du projet, les contraintes qu'on s'applique, voilà. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a il y a des niveaux d'ambition à respecter pour notamment les besoins de chauffage, mais on saura faire preuve d'adaptation et de bon sens dans la manière de construire la contextualisation pour que ce soit pas pénalisant. Voilà. Après, il faut Ouais, garder un niveau d'ambition, c'est évident. Ouais. je vais rajouter quand même un retour d'expérience hein, par rapport justement à cette contextualisation. C'est ce que je disais lors de la présentation. Il y a certaines certifications, en fait, c'est écrit comme ça. C'est comme ça qu'il faut le faire, malgré que le bâtiment soit un peu plus spécifique que par rapport à ce qui était prévu. Là, ODIS, ils écoutent, en fait. Ils écoutent, ils adaptent. Donc là, en plus, on a une grille aussi qui est assez évolutive. Il y a eu des mises à jour qui, je pense, chaque année à peu près, ou tous les 2 ans, Jérémy, je ne sais plus. Et l'idée, en fait, c'est pas, c'est écrit comme ça dans la grille, et donc il faut absolument atteindre ce niveau. Si on voit que c'est pas cohérent, ODI c'est ouvert en fait aux modifications. Et ça, c'est un retour d'expérience qui bénéficie à l'ensemble du réseau bâtiment durable. Alors, je Merci. regarde les questions en même temps Oui. que vous. Alors, la question que je vais poser, donc, il y a plein de labels qui existent aujourd'hui, au niveau national ou international. Qu'est-ce qui fait que je vais prendre BDNA en Nouvelle-Aquitaine plutôt qu'un label national ou international hein, comme BIM ou autre? Qu'est-ce qui Mais je fait que je dirais, vais... c'est un peu les spécificités. D'abord, c'est le fait que ce soit un label régional, hein, qui soit porté par des acteurs proches de vous et de nous. Donc ça, c'est peut-être voilà, c'est un écosystème géographiquement proche et qui est réactif, qui est adapté aussi aux projets qu'on porte et qu'on construit dans notre région. Et puis ensuite, vous avez la spécificité vraiment de l'accompagnement humain qui n'existe pas dans les autres certifications ou labels, l'organisation des commissions, voilà, c'est l'ensemble de ces facteurs qui différencie les démarches bâtiments et quartiers durables d'autres certifications type BREEAM ou HQE. Pour la question du coût, pour répondre à Véronique, évidemment, oui, ça va être un surcoût, mais en fait, on réfléchit le projet en coût global et finalement, donc les gains sur l'efficacité de l'enveloppe, les consommations énergétiques sur une échelle de temps de 30 à 50, voire plus, années de vie du bâtiment, on s'y retrouve complètement. Le coût d'une démarche et l'investissement dans une démarche est inférieur
à une mission, par exemple, d'OPC. Donc, c'est du lancement des marchés, un investissement. Nous, on considère que les opérations en sortent gagnantes. Et ensuite, il y avait d'autres questions. Je ne sais pas, Victor. Oui. Victor, tu voulais compléter? Pour compléter. Ouais, si tu vois des choses à compléter, ou Elsa, si jamais tu veux aussi Ouais, en rajouter fait, des moi, choses. ce que je vois, c'est surtout cette territorialisation en fait des niveaux à atteindre, que ce soit surtout l'ensemble des enjeux. Moi, j'ai une certification qui est nationale, voire internationale. Peut-être qu'elle va comptabiliser en fait des territoires un peu plus spécifiques, par exemple Sud-Ouest. Mais par contre, moi, je construis à Bordeaux, je construis à Bayonne, ou dans les territoires adjacents à Bayonne. C'est pas du tout les mêmes enjeux d'un point de vue climatique. Et de réflexion localisée, en tout cas de matériaux locaux ou de réemploi, et j'en passe. Via ODIS, en fait, je vais avoir le référencement de l'ensemble des acteurs locaux qui ont travaillé avec ODIS, je ne sais pas, sur du réemploi, sur des matériaux biosourcés. Il va y avoir une catégorisation par rapport à la gestion de l'eau, une catégorisation par rapport au changement climatique qui est beaucoup plus pertinent qu'un label en fait international. Le, Merci. Oui, Oui, juste pour finir et pour compléter, c'est vrai que ce côté collectif, en fait, et de faire ensemble avec les porteurs de projets, l'équipe d'ODIS, les accompagnateurs, les futurs usagers, c'est vraiment cette spécificité des démarches et de développer cette méthodologie de travail collective qui a pour objectif justement d'atteindre des niveaux de performance et d'ambition. Et je rajouterais, c'est pour ça qu'en fait, déjà le BDM, en fait, côté Méditerranée, s'est créé en premier. C'est que les certifications nationales expliquaient qu'il fallait mettre du vitrage au sud, être exposé plein sud. Bah, en fait, non. En Méditerranée, faut faire attention au confort d'été, et il fallait faire attention déjà il y a 10 ans. Euh, et en et fait, cette caractérisation territoriale est hyper importante. merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup pour vos présentations et vos réponses. Merci à vous. Colline, on passe à la slide suivante. Donc, vous avez peut-être des expériences à partager ou des informations à partager. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec la mission d'appui. Vous avez ici un QR code, donc n'hésitez pas à faire des retours d'expérience. Si vous avez des questions sur tout ce que fait la mission d'appui, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On reviendra vers vous dans l'année avec une autre présentation avec ODIS et Nepsen sur des cas précis qu'on retient réalisés en Nouvelle-Aquitaine. Là, on partira de cas précis pour présenter la démarche et les résultats. Donc, on reviendra vers vous au cours de l'année pour une deuxième visio avec ODIS, BDNA et Nepsen. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Donc, n'hésitez pas, toutes vos questions à la mission d'appui. Et puis derrière, s'il y a besoin, on relaie les questions auprès d'ODI ou d'Epsilon. Merci à vous tous d'avoir été présents. Bonne fin d'après-midi et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.